La musique selon Colette. Initialement, ce spectacle devait s'appeler Colette, musique et moi. Après, je me suis dit, c'est un peu trop prétentieux de ma part d'associer dans le même titre moi à Colette et à la musique. Donc j'ai changé. Mais en fin de compte, c'est de cela que je vais parler. De la musique de Colette et de ma lecture de Colette. Le défi est de taille puisque avant moi, beaucoup de personnes, y compris Colette elle-même, ont évoqué la place de la musique dans l'œuvre et dans la vie de Colette. Mais pourtant, j'ai une ambition, dans une seule soirée, d'évoquer le maximum possible de facettes de ce sujet et de vous faire entendre, je dis bien entendre, les textes de Colette. Et le piano viendra m'aider parce que Colette était pianiste, excellente pianiste. Pour aborder mon sujet, la musique selon Colette, je vais rappeler quelques faits bien connus, à commencer par les propos de Colette elle-même, qui prétendait que la musique était sa véritable vocation. Et à la question d'un journaliste qui l'a demandé pourquoi alors elle n'a pas fait de la musique son métier, elle a dit « parce que la littérature est plus importante ». Mais quand on fait de la littérature, on fait de la musique. Et il rajoute, si j'avais composé de la musique avant d'écrire des textes, j'aurais pris en dédain tout ce que je fais depuis 40 ans, car le mot est rebattu et l'arabesque de la musique est éternellement vierge. Comment Colette devient cette musicienne-là, cette musicienne de la littérature? C'est grâce à Claudine, ses premiers romans, signés certes par son mari, mais ça c'est un autre sujet. Grâce à Claudine, on apprend que toute jeune, elle joue du piano, elle chante, elle accompagne ses copines dans une chorale.
et même les fait travailler. Pourtant, nulle part elle n'explique comment elle a appris, quels étaient ses professeurs. On peut supposer que dans l'entourage familial, il y avait des personnes musiciennes qui faisaient de la musique, il y avait un piano à la maison. Donc Colette a glané ici et là des compétences, les connaissances, en devenant une véritable musicienne et une véritable pianiste. D'ailleurs, elle voulait devenir professeure de musique. À l'époque, le professeur de piano avait beaucoup de prestige. C'est pas comme aujourd'hui. Et pour une fille de famille modeste, c'était un moyen d'ascension sociale. Toujours est-il que des années plus tard, Colette remplace au pied levé un accompagnateur dans un récital de mélodies de Duparc. Quiconque a déjà accompagné les mélodies de Duparc savent à quel point c'est délicat. Pourtant, d'après le témoin, Colette se débrouillait sans aucune peine en déchiffrant la partition très facilement. Cette témoin, sa grande amie, Germaine Beaumont, lui a posé alors la question « Mais Colette, comment ça se fait qu'on ne savait pas ce don que vous aviez ?» Et Colette lui a répondu « Chut, une femme doit toujours avoir un secret. » Et une partie de ce secret, c'était le piano à queue qui était chez elle, toujours fermé et personne ne l'a jamais vu jouer. À 20 ans, elle épouse un personnage bien célèbre, Henri Gauthier-Villard, dit Willy. On a beaucoup dit, on a beaucoup écrit sur leur mariage. Ce n'est pas le sujet de ce soir, même si Willy mérite une conférence entière. Mais les 13 ans passés avec Willy ont apporté à Colette quelques atouts considérables, je dirais même inestimables. En premier lieu, c'est leur entourage. Willy était copain, ami, employeur, des esprits brillants de l'époque. Beaucoup ont travaillé pour lui, en tant que nègre, on le sait bien, comme Catulle Mendes, Louis Villermoz, Tristan Bernard, et j'en passe. Tous ces gens venaient chez eux, les comédiens, les musiciens, les journalistes, les poètes. Colette fréquentait tout ce monde-là. Et aussi, Willy était entré dans les salons parisiens les plus célèbres de l'époque, dont le salon de Madame Marguerite de Saint-Marceau. C'était, comme disait Colette, un bastion de l'intimité artistique. C'était un QG des musiciens. Jugez vous-même Ravel, Debussy, Chabrier, André Messager, Florent Schmitt, Henri Duparc, Henriette Chausson, Gabriel Fauré, avec lequel Colette avait une affinité particulière.
Dans le salon de Madame de Saint-Marceau, les compositeurs venaient pour jouer leurs œuvres les uns devant les autres. Ils jouaient à quatre mains, ils se faisaient des blagues musicales. C'est là d'ailleurs que tout le monde s'est rendu compte que Colette avait un don insoupçonné. Elle pouvait reproduire au piano une œuvre qu'il n'a entendue en concert qu'une seule fois. Et de surcroît, elle avait une oreille musicale, une oreille absolue. Pardon. C'est là, un jour, que Colette a vu entrer la partition de Péléas et Mélisande de Debussy. Elle parle comme si c'était une personne vivante. Elle entrait dans le salon au bras de André Messager, qui le serrait contre son cœur comme s'il l'avait volé. Il s'est mis au piano, l'a mis au pupitre, et commençait à jouer en disant aux autres « Et là, et ça ». Et ça. Colette a ressenti avec Mélisande une ressemblance. Peut-être c'était dû au fait que leur destin était ressemblant. Une jeune femme qui épouse un homme bien plus âgé, qui la retient presque séquestrée dans sa grande maison. En tout cas, pendant une bonne période, Colette signait ses lettres Mélisande. Deuxième chose que Colette a reçu en héritage de Willy, c'était une discipline de fer. Certes, il l'enfermait dans une petite pièce pour qu'elle écrive ses Claudines. Il ne la laissait sortir que une fois le volume exigé soit écrit. Mais le travail artistique, le travail d'écrivain ne supporte pas la paresse. L'inspiration ne vient que à celui qui l'attend de pied ferme devant son bureau de travail. C'est un peu comme l'appétit qui vient en mangeant. L'inspiration vient en travaillant. Et enfin, la troisième chose, la plus importante pour nous, c'est que Willy était critique musical, très apprécié. C'est grâce à lui que l'Écho de Paris a augmenté ses tirages de 50 000 exemplaires. Mais ce n'est pas sa sensibilité musicale qui était en cause, c'est son sens infaillible de marketing, de commercialisation. Ajoutons à cela son goût pour la provocation, et voilà Willy, le fervent défenseur de la musique contemporaine de l'époque, et Debussy en premier lieu. Debussy qui était encore inconnu avant Péléas, qui crevait littéralement de faim avant 1900, il était pour toujours reconnaissant à Willy pour cela. Et voilà, en 1903, Colette, grâce à Willy, est engagée en tant que critique musicale au quotidien Gil Blas. Cette année-là, Gil Blas décide d'engager deux personnalités différentes, aux opinions plutôt opposées, pour chaque type d'expression, musique, peinture, littérature, théâtre. Et voilà que Colette se trouve avec Debussy comme le deuxième personne pour la musique. Pour Debussy, elle voue une admiration sans borne. Elle est très intimidée par ce voisinage, à tel point que dans son tout premier texte, elle écrit « Rassurez-vous, je ne vous parlerai que très peu de musique, parce que Debussy me paraît tout de même plus autorisé que moi. Mieux vaut Claude que Claudine. » En effet, Colette continue à signer ses textes Claudine et continue à jouer ce personnage profane, ingénu, modeste, jeune fille. Pourtant, les critiques musicales, ce sera ses premiers textes officiels signés par son nom, reconnu comme pleinement de Colette. Et en lisant ces critiques, on se rend compte qu'elle a une immense culture musicale. Et pour cause, avec Willy, ils allaient au concert tous les jours, parfois 2-3 fois par jour.
Ils sont allés 3 années de suite au festival Bayreuth de Wagner. Colette impressionne par la connaissance du répertoire. Elle connaît certaines œuvres, beaucoup d'œuvres par cœur. Son style, quant à lui, elle l'a encore hérité de Willy, qui est très penché sur les calembours, les jeux de mots, les coups de griffe. Mais elle commence à affirmer son style bien à elle. Vif, concis, caustique, espiègle, et elle distribue aussi bien les louanges que des critiques flagrantes. Il faut dire que pour cela, Colette était à la bonne école non seulement avec Willy, mais aussi avec Debussy, qui est connu pour sa langue de vipère. Oui, pensez-y par exemple, il dit d'une cantatrice qu'il n'aime pas, non seulement elle chante faux, mais elle parle faux. C'était pour les coups de griffe de Debussy. Maintenant, quelques citations de Colette. Une cantatrice qui chante de manière si déplorable qu'elle ferme les yeux tout le temps pour ne pas voir ce qu'elle chante. Une autre imita le rossignol et attrapa lestement, comme on cueille une cerise trop haute, une note très très au-dessus de la portée. Il s'y connaît aussi en pianiste. Et voilà un qui possède une main gauche pesante, une main droite prétentieuse. Et un autre, il doit descendre par les voies les plus directes de centaure antique, car il martèle d'une paire de sabots cruels un meuble de prix auquel la maison Érard donna tous ses soins. En fréquentant Debussy, Colette, est-ce qu'elle s'est laissée influencer par ses goûts musicaux? Probablement. La chose est sûre concernant Beethoven. On connaît bien les pics lancés par Debussy à ce compositeur autrichien. Par exemple, il déclare que Beethoven avait un si mauvais caractère qu'il a fait exprès de devenir sourd pour embêter son entourage. Par ailleurs, Debussy dit que pour un jeune compositeur en formation, il serait beaucoup plus important et utile de regarder un coucher de soleil que écouter la symphonie pastorale de Beethoven. Colette, sur Beethoven, continue dans le même esprit. À propos de la 9e symphonie, la célèbre pour son ode de la joie, chantée par le chœur, n'est-ce pas? Elle cite d'abord Willy, qui, fidèle au calembour, appelle cette symphonie avec cœur, donc avec cœur cardiaque. Et Colette poursuit, il dit que elle se la représente, cette symphonie, comme une admirable et grandiose urne funéraire où palpiterait toujours vivant le cœur de Beethoven. Et à propos de la Missa Solemnis, donc la messe solennelle de Beethoven, elle dit: devant ce monument de la musique, devant ce tas de splendeur, je demeure à peu près sans parole, comme devant la mer. Pourtant, je ne me lasse point de la mer. Et la prodigue grandeur de la Missa Solemnis me fatigue assez vite. Croire en Dieu comme ça pendant 35 minutes, c'est trop pour la médiocrité de ma foi. Elle n'aime pas non plus Richard Strauss, dont elle dit: je n'aime pas cette cuisine-là. Et comme par hasard, on connaît la boutade de Debussy.
contre Richard Strauss qui dit entre deux Richard, je choisis Wagner et entre deux Strauss, je choisis Johann. Mais, blague et plaisanterie à part, il y avait au moins une chose sérieuse qui liait Debussy et Colette, c'est leur côté mystérieux, presque mystique. Et voilà une pièce de Debussy, Brouillard, dont le titre même est équivoque parce qu'on ne sait pas trop s'il s'agit d'un phénomène météorologique ou alors de quelque chose de caché, voilé, brouillé, qu'on devine mais qu'on ne voit pas. La grande particularité des livres de Colette, c'est qu'ils sont racontés. Oui, c'est l'une de mes théories personnelles. Je crois qu'il y a des livres écrits et des livres racontés. Les premiers sont à lire et les deuxièmes sont à écouter. Par exemple, Colette, comment je le sais? Colette, elle le fait elle-même. Elle écrit « La dame avait le décolleté jusqu'au là », comme si le lecteur se trouvait devant elle. Elle avait le décolleté jusqu'au là. Mais dans un livre écrit
l'auteur aurait dit « La dame avait la décolleté jusqu'aux naissances des seins », par exemple. Mais en fait, dès les premiers livres, dès les Claudines, Colette ne faisait que ça, en fait, toute sa vie. Elle racontait sa vie, son quotidien, ses souvenirs, ses impressions, ses émotions, les gens qu'elle rencontrait. Et dans la nouvelle Rossignol, où elle expose un peu son credo d'écrivain, puisque le Rossignol incarne l'écrivain, le poète, l'artiste, on lit. Je voudrais dire tout ce que je sais, tout ce que je pense, tout ce que je devine, tout ce que m'enchante et me blesse et m'étonne. Et ces répétitions de dire augmentent encore plus le sens de ce mot. Et le cadencement rythmique raccourci à la fin. Tout ce que je sais, tout ce que je pense, tout ce que je devine, tout ce qui m'enchante et me blesse et m'étonne. Comme s'il manquait de souffle pour tout dire. Donc son écriture, non seulement elle imite le parler, mais en plus elle imite le souffle. Parce que quand on écrit, on ne manque pas de souffle. Et cette présence sous-entendue de la voix, elle est partout dans les livres de Colette. Elle est capitale. Elle décrit aussi les voix comme elle décrivait la musique quand elle était critique. Par exemple, le son charmant de sa voix, l'attaque râpeuse de certaines syllabes, une manière vaincue et suave de laisser tomber dans le registre grave la fin des phrases. Ou comme dans ces portraits sonores des écrivains qu'elle a fréquentés. La voix ample, agréablement nasalisée d'Anatole France. Le débit modéré et merveilleusement menaçant de Marcel Schwob. Le chuchotement très doux de Marcel Proust adolescent. Le timbre en ténor de Capu et Robert de Montesquieu qui criait comme un pan à intervalles imprévisibles. Intervalles imprévisibles. Vous connaissez sans doute dans votre entourage les gens qui aiment s'écouter parler. Moi aussi. Colette, elle s'écoute écrire. Elle écoute ce qu'elle écrit, elle cherche le mot juste, comme elle dit. En fait, elle cherche le mot qui sonne juste à son oreille absolue. Et pour le trouver, il lui arrive de le chanter, lui et ses brumeuses homonymies, son rythme entrevu vaguement. Donc elle cherche la musique de son écriture, elle cherche la musique à travers son écriture. Et pour cela, elle utilise bien sûr tout un arsenal de moyens, comme homonymie, dont elle vient de parler, ou on dit aussi homophonie. Ce sont les mots de sens différents, mais qui sonnent pareil, comme par exemple mère, air, sein, foi, et j'en passe. Elle utilise les allitérations. Bon, je vais vous dire quelques mots savants. Allitération, donc répétition de consonnes dans les mots successifs, mots rapprochés. Ou assonance, la même chose pour les voyelles. Elle va jusqu'à utiliser les rimes. Là, les rimes, elle utilise beaucoup. Par exemple, dans La naissance du jour, voilà le fruit à une saison de la vie où je n'accepte que la fleur de tout plaisir et le meilleur, de tout ce qu'il y a de mieux. On est dans le texte prosaïque. Vous pouvez me dire, mais si elle aime tant tous ces moyens poétiques, pourquoi elle n'écrit pas la poésie? Colette n'a jamais écrit de poésie. Et justement, ce qui l'intéresse, c'est de poétiser, musicaliser le texte prosaïque. Bien évidemment, il y en a d'autres qui ont fait ça bien avant elle et après elle. Bien sûr, on pense tout de suite au poème en prose de Baudelaire.
Ou encore, moi je pense, après Colette, à Albert Cohen et Sa Belle de Seigneur. Et comme par hasard, c'est un livre, non seulement raconté, c'est un livre dicté, parce qu'Albert Cohen l'a dicté à ses femmes, ses secrétaires, ses infirmières, etc. Et dans ce livre-là, les références musicales sont très très nombreuses, jusqu'à les leitmotifs, comme cette valse qui réunit les deux protagonistes à tout début du livre et qui les accompagne aussi au moment de départ, leur disparition ensemble à la fin du livre. Je vous ai joué cette valse de Reynaldo Hahn, très légère, très associante, parce qu'on va passer aux choses un peu plus lourdes, un peu plus sérieuses. On va approfondir les références musicales chez Colette. Dans le journal à rebours, elle parle de son processus d'écriture. J'ai compris qu'il me faudrait chaque jour, lentement, docilement, écrire et patiemment concilier le son et le nombre. Écrire, c'est concilier le son et le nombre. Et le nombre, il crée le rythme, la rythmicité des phrases qui se succèdent, leur cadencement rythmique, régulier ou non. Et d'ailleurs, Colette aime beaucoup jouer avec le contraste entre régularité et irrégularité. Elle donne envie de suivre son mouvement comme on suit un mouvement musical. Écoutons sa cave à vin. Au profond de la terre, dans la cave aux bouteilles, reposent les fruits de tant de soins. Flacons jeunes, lisses, fioles millésimées. Énéchés nus, habillés lentement, d'une fourrure impalpable, grise et blanche, comme le duvet qui frémit sur le corps des bombix nocturnes. Le maître de séance décoiffe l'une de celles-ci. C'est l'instant de se taire, de lever vers la voûte un verre pensu, à l'issue resserrée. L'œil d'abord, naît ensuite, la bouche enfin. Au fait, comment l'appelez-vous ce velours, cette flamme, ce suc parfait dans toutes ses proportions, plein d'arrière-pensée? Et un nom, sous les voûtes, roule et propage les airs bourguignons qui, depuis un demi-siècle, me sont restés dans la gorge. Allitération. Et dans les tout premiers moyens de rythmicité, il y a répétition. Chez Colette, la répétition est omniprésente. C'est difficile de trouver peu d'exemples, tellement ils sont nombreux. Mais avant de vous parler de répétition chez Colette, je vais vous jouer une pièce de musique, parce que évidemment la répétition dans la musique est encore plus présente. Une pièce de Jules Massenet pour le piano qui s'appelle Saltarello, et dans laquelle on entend toutes sortes
justement de répétition. Les répétitions de phrases longues, de phrases courtes, à distance longue, à distance courte. Et puis la main gauche qui répète inlassablement tout le temps la même phrase tout au long de la pièce. Et la main droite qui brode ses vocalises autour. On dirait un maître avec son chien. Voilà donc Saltarello de Jules Massenet. J'ai choisi un seul exemple de répétition chez Colette parce que c'était trop difficile de choisir, il y en avait trop. Toujours dans le rossignol, elle imite donc le chant de rossignol qui fait « Tant que la vigne pousse, 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 je ne dormirai pas. Tant que la vigne pousse, pousse, pousse. » Vous voyez, donc déjà, en 3 lignes, on a 2 sortes de répétitions. Le même mot, comme elle a fait avec dire, 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 et la même ligne qui se répète une ligne après. Déjà, vous voyez. Donc, et je poursuis avec Rossignol, sur un autre sujet après. Rossignol varia son thème, l'enguirlanda de vocalise, s'éprit de sa voix et devint son chanteur éperdu, enivré et haletant, qu'on écoute avec le désir insupportable de le voir chanter. Voir la musique, écouter le texte. Chez Colette, cette fusion entre le sonore et le visuel est très souvent présente. Et là, on passe avec une autre passion de Colette. Voir celui qui chante, celui qui joue, voir l'interprétation musicale. Et en ce sens, pour moi, l'apothéose de ce sujet se trouve dans la nouvelle La Dame qui chante. On est dans un salon dans lequel il est prévu une pause musicale. Une dame s'avance vers le piano, elle va chanter. Le narrateur, encore une fois, c'est un narrateur qui nous raconte cette histoire. Un narrateur, pour une raison inconnue, n'est pas envie d'écouter le chant. Il déteste la dame déjà en la voyant avancer vers le piano. Il est déjà agacé et irrité, il l'imagine très laide. Il commence à la décrire déjà de dos pour dire à quel point elle est laide. Et Colette marque avec une causticité purement féminine, donc de la part de son narrateur, c'est un monsieur.
Avec une froideur insolente, je dévisageais la dame qui allait chanter, qui s'est tournée donc vers le public, et je retiens le ricanement d'une diabolique joie à la trouver plus laide encore que je l'espérais. Mais voilà que la dame commence à chanter. Et au premier son, jailli de plus profond de sa poitrine, succéda la langueur d'une phrase nuancée par le mezzo le plus velouté, le plus plein, le plus tangible que j'eusse jamais entendu. Saisi, je relevai mon regard vers la dame qui chantait. Elle avait sûrement grandi depuis un instant. Les yeux larges, ouverts et aveugles, elle contemplait quelque chose d'invisible vers quoi tout son corps s'élançait, hors de son armure de satin blanc. Le bleu de ses yeux avait noirci et sa chevelure la coiffait d'une flamme fixe toute droite. Sa grande bouche généreuse s'ouvrait et j'en voyais s'envoler les notes brûlantes, les unes pareilles à des bulles d'or, les autres comme de rondes roses pures. Des trilles brillaient comme un ruisseau frémissant, comme une couleuvre fine. De lentes vocalises me caressaient comme une main, traînante et fraîche. Amour, chantait la voix. Et je vis la bouche irrégulière, humide et pourprée se resserrer sur le mot en dessinant l'image d'un baiser. Un désir si brusque et si fou m'embrasa que mes paupières se mouillèrent de larmes nerveuses. Oh, boire cette voix à sa source, la sentir jaillir entre ces cailloux polis de cette luisante denture, l'endiguer une minute contre mes propres lèvres, l'entendre, la regarder, bondir, s'épanouir en longues nappes harmonieuses que je fêlerais d'une caresse. Être amant de cette femme que sa voix transfigure, de cette voix, séquestrer pour moi seule, cette voix plus émouvante que la plus secrète caresse. Avez-vous déjà lu une description d'une interprétation musicale aussi sensuelle et flagrante, qu'on prend en pleine figure comme une avalanche? Comme ça nous arrive avec certaines œuvres musicales, comme ce prélude de Scriabine. Les nombreuses sonorités de langage, bien sûr, attiraient beaucoup Colette, mais elle aimait aussi beaucoup décrire tout simplement les sons de la vie, les sons du quotidien, les plus simples, les sons de souvenirs aussi, ou les souvenirs de sons. Et comme elle racontait beaucoup de ses souvenirs, forcément, elle racontait beaucoup de sons de ses souvenirs. Comme dans cette nouvelle Les Sauvages,
les sauvages, ce sont ses deux grands frères, qu'on appelait les sauvages. Et voilà son grand frère qui vient chez elle et raconte comment il a visité leur lieu de vacances où ils jouaient quand ils étaient petits. Il s'agit d'un vieux château devenu maintenant une maison de repos pour les personnes âgées. Et les nouveaux propriétaires ont apporté différentes rénovations qui ne sont pas au goût de son frère. Il s'agit surtout de vieux portails de ce parc qui s'ouvrait vers le château et de la grille. Et son frère donc lui raconte, il dit « J'attendais le moment de la grille ». Quel moment de la grille? Voyons, tu vois le loquet de la grille, comme j'allais le saisir, de faire poli, noir, fondu, je l'ai vu en effet. Bon, depuis toujours, quand on le tourne comme ça, et qu'on laisse aller la grille, alors qu'elle s'ouvre par son propre poids, et en tournant, elle dit « Nia », chantâmes-nous tous les deux sur 4 notes. Oui, dit mon frère, en faisant danser fébrilement son genou gauche. J'ai tourné, j'ai laissé aller la grille, j'ai écouté. Et tu sais ce qu'ils ont fait? Non. Ils ont huilé la grille. Il partit presque aussitôt. Il n'avait pas autre chose à me dire. Il s'en alla, dépossédé de 4 notes, son oreille musicienne tendue en vain, désormais, vers la plus délicate offrande, composée par un huis ancien, un grain de sable, une trace de rouille, et dédiée au seul enfant sauvage qui en fut digne. Et vous voyez, la longue fin de cette phrase possède sa rythmicité propre, bien distincte. Un huis ancien, un grain de sable, une trace de rouille, dédiée au seul enfant sauvage qui en fut digne. Et chacun de nous, bien sûr, porte au fond de son cœur un souvenir lointain qui possède un son, une image, une odeur. Et au fond de ce souvenir, le temps reste comme suspendu.
La dernière chose un peu technique, et après on passe aux choses légères. La ponctuation. La ponctuation, c'est quelque chose de très important parce que c'est elle qui permet de fractionner les phrases, de organiser les phrases, de fractionner le temps, de donner forme au temps. Que ce soit musique ou littérature ou poésie, il s'agit d'organiser le temps. Colette, elle utilise bien sûr les points, les virgules comme à peu près tout le monde. Mais il y a une figure de ponctuation dont elle use et abuse. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est les 3 petits points, les points de suspension. Ouvrez n'importe quel livre, n'importe quelle page, vous en trouverez automatiquement, forcément. Parfois, sur une petite page de 20 lignes, il y en a 8, 9, 10. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à marquer les silences. Colette marque les silences exactement de la même manière qu'un compositeur le fait dans la partition musicale. Colette incite et force même son lecteur de marquer les silences, qu'il lise à voix haute ou non, au moment bien précis. Et les simples points ne lui suffisent pas. Bien sûr, elle le fait d'une manière régulière ou non, tout comme dans la musique. Donc elle crée sa partition littéraire. Je vais vous jouer encore un autre morceau de Federico Mompou, la canzona, où il a mis partout les points de suspension, mais d'une manière très régulière, puisqu'il s'agit d'une canzona, une chanson. Passons enfin aux choses légères. L'opérette Claudine. Ça vous dit quelque chose? Oui. Rodolphe Berger, qui écrit une opérette d'après les Claudines de Colette. Mais personne ne connaît, enfin normalement personne ne connaît Rodolphe Berger. Il était connu comme auteur surtout de pièces de salon, de chansons et de valses. Il était même nommé le roi de la valse lente. Comme personne ne connaît Rodolphe Berger, je vais vous lire le portrait donné à lui par Willy. Et ça nous donne
l'occasion de découvrir le style fleuri et caustique de l'ex-mari de Colette. Donc ce Rodolphe Berger, musicien plus doué que travailleur, la mélodie seule l'intéressait. Agacé par des accompagnements quelconques dont sa nonchalance se contentait, ses éditeurs lui dénichèrent un retoucheur, érudit, discret, Edmond Missa, qui adroitement sut enrichir ses harmonies indigentes et consolider leur débile ossature. Par malheur, l'insouciant compositeur ne recourait pas toujours à cette aide indispensable, et trop souvent il lâchait à travers le monde des œuvrettes faiblardes auxquelles il avait négligé de faire suivre le traitement reconstituant de bon docteur Missa. Si l'opérette Claudine a vu le jour, c'est parce que Rodolphe Berger voulait absolument l'écrire et il harcelait Willy pour qu'il écrive le livret. Ce que Willy a fait en fin de compte. Et on peut supposer que Willy veillait à ce que le bon traitement de Dr Missa soit appliqué à l'opérette Claudine et qu'elle soit harmonisée et orchestrée correctement. L'opérette a été créée en 1910 et avait un certain succès, mais pas autant que Rodolphe Berger espérait et promettait à Willy. Que pensait Colette de cette œuvre? On l'ignore. Parce que, à ce moment-là, déjà séparée de Willy, elle était très occupée parce qu'elle-même, elle était actrice de music-hall et elle sillonnait la France en donnant des spectacles ci et là. Cela dit, sur l'affiche, le nom de Colette ne figurait pas. Seul le nom de Willy, en tant que librettiste, était inscrit. J'ai déniché la partition de Rodolphe Berger et je vais vous présenter un extrait de son ouverture. Et vous allez entendre que le thème principal, c'est bien la valse lente pour laquelle Rodolphe Berger est entré dans l'histoire de la musique.
voici donc cette opérette Claudine. Il y a très peu de textes de Colette qui sont devenus des chansons. Carrément presque aucune, sauf une peut-être. Et pour cause, elle n'a pas écrit de poésie, comme je disais tout à l'heure. Alors, exceptionnellement, en 1941, elle écrit 3 textes pour un compositeur prometteur, un jeune compositeur, Jean-Michel Damas. Elle écrit 3 textes pour qu'il écrive des mélodies assez contemporaines. Mon âne, La rouge gorge et La perle égarée. Et de ces 3, il restera finalement une seule, c'est Mon âne, et pas grâce à Jean-Michel Damas, mais grâce à Michel Emmer qui écrit sa chanson à lui. Et encore une fois, ce n'est pas vraiment grâce à lui que cette chanson devient connue, mais à Tino Rossi qui l'a chantée comme une berceuse et qui est devenue connue comme chanson de pied léger. Et peut-être votre grand-mère, vos mères l'ont connue, ces chansons, peut-être chantées. Je vais vous chanter ça aussi. Juste un petit extrait. Nous avons tous deux bien travaillé, mon âne, je regarde la nuit tomber, mon âne, sans qu'on s'en doute elle est arrivée, car la nuit a les pieds légers. Si Colette n'a pas écrit de poésie, elle a écrit des textes pour mélodie, en fait très exactement un texte pour une mélodie. Il s'agit de Francis Poulenc en 1938. Elle écrit une délicieuse poésie intitulée Le portrait. Le titre, une fois de plus, a bien sûr un double sens, vous allez voir. Belle, méchante, menteuse, injuste, plus changeante que le vent d'avril, tu pleures de joie, tu ris de colère, tu m'aimes quand je te fais mal et tu te moques de moi quand je suis bon. Tu m'as à peine dit merci lorsque je t'ai donné le beau collier, mais tu as rougi de plaisir comme une petite fille le jour où je t'ai fait cadeau de ce mouchoir. Tous disent de toi, c'est à n'y rien comprendre. Mais je t'ai un jour volé ce mouchoir que tu venais de presser sur ta bouche fardée. Et avant que tu ne me l'aies enlevé d'un coup de griffe, j'ai eu le temps de voir que ta bouche venait d'y peindre, rouge, naïf, destiné à ravir, simple et pur, le portrait même de ton cœur. Poulenc avait composé sur ce texte une merveilleuse mélodie que je ne pourrais pas vous chanter parce que, comme toute mélodie de Poulenc, la partie de piano est très élaborée. Ce n'est pas un accompagnement, c'est une partie de duo, donc il faut être 2 pour l'interpréter. Mais en revanche, je vais vous jouer une pièce pour piano seul de Poulenc qui pourrait illustrer ce portrait d'une jeune fille capricieuse, précieuse, imprévisible, comme la musique de Poulenc.
Et passons enfin sur la plus célèbre collaboration de Colette avec la musique. Il s'agit bien sûr de l'opéra de Ravel, L'Enfant et les sortilèges. C'est en 1915 que le directeur de l'Opéra de Paris, Jacques Roucher, a imaginé une féerie ballet pour laquelle il demandait à Colette d'écrire un livret. Et Colette l'a écrit en 8 jours seulement, ce qui est exceptionnel pour elle qui prenait beaucoup de temps normalement pour écrire ses textes. Mais quand on le lit, on comprend pourquoi elle a fait vite. En fait, l'enfant dont il s'agit dans l'opéra, c'est Claudine. Et Claudine, c'est Colette. Et dès les premières pages, on lit dans le livret « Je n'ai pas envie de faire ma page, j'ai envie d'aller me promener, j'ai envie de manger tous les gâteaux, j'ai envie de tirer sur la queue de chat. » Et autour de l'enfant, c'est l'univers familier de Colette. C'est le jardin, c'est les habitants de ce jardin, les oiseaux, les libellules, les chauves-souris, les grenouilles. Et encore une chose qui a facilité l'écriture, une fois encore, le livret est en prose et pas en vers. Ravel, de son côté, n'était pas pressé du tout. Il a mis plusieurs années, jusqu'à 1919, pour écrire la musique. Et encore, il fallait attendre plusieurs années, jusqu'à 1925, pour que l'opéra soit créé à l'Opéra de Monte-Carlo et l'année suivante à Paris. Toujours est-il que Ravel n'a pas sollicité Colette lors de la composition de la musique, comme ça se fait d'habitude entre le compositeur et son librettiste. Et Colette s'en souvient avec un certain agacement, même une vexation. Elle dit « Ravel ne me traita pas en personne privilégiée, ne consentit pour moi aucun commentaire, aucune audition prématurée. » À la première audition, à laquelle Colette est heureusement conviée, Ravel parut seulement se soucier de duos miaulés entre 2 chats et me demanda gravement si je ne voyais pas d'inconvénient à ce qu'il remplaça miaou par mouin, ou bien l'inverse. Toujours est-il que Ravel a de toute évidence touché au texte de Colette, mais l'histoire n'a pas gardé les traces de ces retouches et donc on ne sait pas avec exactitude quelle était la collaboration de chacun. Pour terminer, je vais vous jouer 2 extraits de L'Enfant et les sortilèges. Voici le foxtrot que dansent la théière anglaise et la tasse chinoise. Là, Colette s'amuse à écrire de faux chinois, parce qu'elle imite en fait les sonorités en disant qu'un ça fou, ça aura. Pour terminer, ça aura toujours l'air chinois.
Et à présent, laissons Colette dans son jardin d'enfance, quelque part en Bourgogne, à Saint-Sauveur-en-Puisé, dans le jardin qu'elle a tant aimé et maintes fois décrit dans son œuvre. Et avant de vous jouer la valse des grenouilles rainettes, de l'enfant et sortilège, je citerai la dernière fois Colette, qui assiste à la première audition de l'opéra de Ravel. Comment dire mon émotion au premier bondissement des tambourines qui accompagnent le cortège des pastoureaux, l'éclat luné du jardin, le vol des libellules et des chauves-souris. N'est-ce pas, c'est amusant, me disait Ravel. Cependant, un nœud de larmes me serrait la gorge. Je n'avais pas prévu qu'une vague orchestrale, constellée de rossignols et de lucioles, soulèverait si haut mon œuvre modeste.